Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode 64, avec comme d'habitude, en compagnie du professeur Fon. Salut Alan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on a une invitée, une nouvelle personne qui vient rejoindre le podcast, on l'espère, Hélène Arnal. Salut Hélène. Salut. Je vais me présenter rapidement. Donc j'ai fait des études de biologie, plus exactement d'évolution, et puis après j'ai fait de la communication scientifique parce que je voulais m'orienter vers la médiation. Et donc pour l'instant je tiens le blog Science au cinéma, et puis j'espère vous rejoindre à Podcast Science. Cool, écoute, bienvenue sur le podcast. On se réjouit de t'entendre. Et puis donc tu nous as préparé un dossier qui s'intitule « Les maladies pouvant expliquer le mythe des vampires ». C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc tu t'es penché sur les aspects scientifiques derrière le mythe et les croyances. Ouais, les aspects médicaux. Après, il y a d'autres aspects plus sociologiques. Excellent, on adore ça. Écoute, le podcast est à toi, Hélène. On est tout oui. On t'écoute. Donc en fait, j'ai commencé rapidement par redéfinir ce qu'est un vampire, puisque le mythe du vampire se retrouve dans le monde entier. Donc c'est un mort qui se nourrit de sang. C'est ça la définition de base. Mm-hmm. Après, dans la conception occidentale qu'on en a, il est plutôt pâle, il a des canines bien pointues, il se protège du soleil, en particulier en retournant dormir dans son cercueil, et il serait repoussé par l'ail, le crucifix, et on le tuerait avec un pieu dans le cœur. Mmh. Donc en fait, ce mythe est arrivé des Balkans en Europe occidentale vers le XVIIIe siècle, puisqu'en fait, à cette époque, les Balkans ont été récupérés par l'Autriche, et des accusations de vampirisme ont été étudiées par les autorités catholiques autrichiennes. Et donc c'est à ce moment-là que les intellectuels européens ont découvert ce mythe et ils ont commencé à essayer de l'expliquer, puisqu'on est en pleine époque des Lumières. D'accord. Mm-hmm. Donc voilà. Donc en fait, comme tout mythe, c'est un récit qui cherche à expliquer les phénomènes naturels ou des coutumes. Donc on s'est dit, il doit bien y avoir des explications aux vampires, hein. C'est pas juste l'imaginaire. Et donc en fait, maintenant on pense que c'est quand même plutôt plusieurs phénomènes qu'un seul et unique. Donc parmi les phénomènes, rapidement, il y a les mauvaises décompositions des corps. Donc puisque en fait, quand il y a des épidémies ou quand on suspectait quelqu'un d'être un vampire, on rouvrait facilement soit les fosses communes, soit même les tombes. Et donc les gens voyaient des corps en décomposition ou avec peu de décomposition en fait. Et dans les premières phases de décomposition, les cadavres en fait, ils vont prendre un teint rosé, ils vont être gonflés par les gaz qui sont dus à la décomposition en interne. Et donc on a l'impression que le mort est plus vivant en fait que quand il était mourant. Excuse-moi Hélène, j'ai une coupure. Tu parlais qu'il y avait des gaz qui donnaient une couleur rosée au cadavre. Oui, donc en fait ça donne une impression de vie au cadavre puisqu'il va être bien gonflé, bien joufflu, bien rose. Donc on a l'impression qu'il est en meilleure santé en fait que quand il était mourant. Mm-hmm. En plus, on va avoir un phénomène qui fait que la peau se contracte et donc on va avoir les ongles et les cheveux on a l'impression qu'ils ont continué à pousser. En fait, ils ont la même taille, c'est juste qu'ils sont plus découverts. Et en fait, ces corps-là, si on les perce, les gaz qui sont à l'intérieur vont sortir et ça va faire un espèce de râle. Donc du coup, on avait l'impression qu'il y avait une âme qui sortait, on savait pas trop. Il sortait du corps, donc il se passait quelque chose. Ouais, que le cadavre mourait enfin au moment où on le transperçait. Voilà. Et donc, on observe d'autant plus ce genre de cas dans des terres qui sont en forte teneur en arsenic, parce qu'il n'y a pas de décompositeurs, des petites bêtes qui viennent manger les corps. Mm-hmm. Ou dans les terres froides, quasiment gelées en hiver par exemple.
Il y a d'autres choses, donc il y a des meurtriers aussi qui étaient particulièrement sanguinaires, qui sont liés au mythe en fait. Donc le plus célèbre c'est Vlad Tepes, dit l'Empaleur. Voilà, qui est le... avec un nom comme ça. Ouais, c'est Tsepes en fait. Tsepes, ouais. Je vais faire mon roumanologue de service. En fait, il y a des cédilles en roumain, sous le T et sous le S. Et ça transforme le T en tse et le S en che. J'étale ma confiture. Donc c'est Tsepes. Tsepes, voilà, mais qui est donc qui était surnommé Dracula, puisque le fils du dragon, puisque son père était membre d'une confrérie de chevaliers du dragon, enfin tout comme ça. Donc c'était un prince roumain qui a vécu au XIVe siècle. Et il a été emprisonné par les Turcs pendant son enfance, et donc après, par esprit de vengeance, il les a combattus. Et il avait comme habitude d'empaler ses ennemis, que ce soit des militaires, des civils, des enfants, des femmes. Excuse-moi, on a à nouveau une coupure. Quand tu disais qu'il combattait, il a commencé à combattre les Turcs pour se venger. Voilà, et donc en fait, il avait l'habitude de faire empaler ses ennemis. C'est une habitude comme une autre. Voilà. Les traditions se perdent. Et donc il empalait tout type d'ennemis, que ce soit les militaires ou les civils, les enfants, les femmes, enfin... Donc il y a un certain nombre de descriptions fortes, appétissantes, on va dire. Donc en fait, ce qu'on pense à l'heure actuelle, qu'effectivement il a été lié au vampire, parce qu'on a dit que c'était un vampire après sa mort, mais que en fait ça a été amplifié par des fins politiques, puisqu'il y avait quand même quelques bisbises dans le coin, donc c'était pour faire passer les Roumains pour des sales méchants déjà à l'époque. Et donc il a servi à Bram Stoker pour le roman Dracula, qui est quand même une des bases des vampires comme on les voit maintenant, quoi. Le deuxième cas, c'est l'aristocrate hongroise Elisabeth Báthory. Donc la légende raconte qu'elle se baignait dans le sang de vierge pour rester éternellement jeune. Ouais, c'est une habitude sympa aussi, qui s'est un peu perdue, je pense. Ouais. Bon, en fait, se baignait sûrement pas dans... Enfin, on pense que c'est vraiment la légende. Mais elle a torturé, tué entre 35 et 650 jeunes filles, on sait pas trop. Et comme ça faisait un peu désordre, en fait, ils l'ont emmurée vivante. D'accord. C'est sympathique aussi. Ouais, des traditions d'Europe centrale, comme ça. Voilà, donc c'est sûr qu'on garde sa fascination pour le sang, en fait, qui est effectivement réel. Et en plus, on pense qu'elle était... qu'elle était instable mentalement à cause de la consanguinité de ses parents, puisqu'ils étaient cousins, donc ça arrange rien. D'accord. Donc voilà, et puis donc à l'heure actuelle, ce genre de meurtriers, on aurait tendance à les appeler tueurs en série. À l'époque, c'était des démons, toutes sortes de créatures surnaturelles, et si c'était bien sanguinolent, on utilisait le terme de vampire. Et d'ailleurs, il y a des tueurs en série qui ont été nommés vampires par les médias dans des temps beaucoup plus récents. Ouais, c'est vrai, il y a toujours un lien, même aujourd'hui, dans la culture. Voilà. Donc on peut pas non plus complètement enlever cette explication au mythe. Par contre, bon, il y a quand même quelques médecins qui, eux, ont trouvé quelques parallèles entre les signes caractéristiques des vampires et des symptômes de maladie. C'est à ça que je me suis plus intéressée. D'accord. Donc, les premières, le premier groupe de maladies, c'est les porphyries. Et c'est le biochimiste David Dolphin qui a émis cette hypothèse en 1985. Et donc, en fait, c'est des maladies génétiques rares qui... il y a des versions dues à des intoxications aux métaux lourds. Donc, quand c'est une intoxication, c'est réversible. Mais quand c'est génétique, c'est pas réversible, on est atteint à vie. Donc en fait, ça entraîne une accumulation des molécules précurseurs de l'hème, qui est importante dans le sang.
qui s'appellent les porphyrines, d'où le nom de maladie, les porphyries. Donc D'accord. en fait, Et l'hème, c'est quoi? j'y arrive. Ah, C'est la partie non protéique de l'hémoglobine. ok. Donc c'est là où en fait va s'attacher le fer qui va transporter l'oxygène quand il va s'oxyder, enfin il va rouiller. Donc on combine 4 molécules d'hème avec 4 globules, enfin c'est des protéines, Mhm. et ça forme l'hémoglobine qui sont dans les globules rouges. Voilà, D'accord, ok. Mhm. Super clair. Voilà. Donc en fait, l'hème est fabriqué à partir de 2 molécules. Donc l'une qui vient du cycle de Krebs, qui transforme donc le sucre en énergie. Donc c'est le succinyl-CoA, c'est son petit nom. Et l'autre c'est un acide aminé qui est la glycine. Donc en fait, ces 2 molécules vont être transformées par toute une série de protéines qui vont les transformer, enfin qui vont les manipuler, et on va arriver à l'hème. Et donc, en fait, toutes ces protéines, comme toutes protéines du corps humain, sont codées par des gènes. Et une mutation de ces gènes va les rendre inefficaces et empêcher la formation de l'hème. Et D'accord. donc, selon le type, en fait, enfin, selon la protéine qui est touchée, on va savoir quel type de porphyrie il s'agit. C'est pour ça qu'on parle, en règle générale, des porphyries au pluriel. Puisqu'en fait, c'est toute une série, mais les symptômes sont plus ou moins les mêmes. Mhm. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand quand il y a une molécule une protéine qui marche plus, les molécules précurseurs de l'hème elles vont s'accumuler puisqu'elles vont plus être transformées en hème. Et c'est ça qui entraîne les symptômes. Donc dans ceux qui sont les plus intéressants pour nous, il va y avoir une sensibilité de la peau au soleil. Donc on va avoir des lésions sur la peau dès qu'on est au soleil. Donc les malades sortent pas à la lumière du jour. Une coloration rougeâtre des dents et des ongles, parce que c'est des molécules pigments, en fait, violet ou rouge. Une nécrose de la gencive, donc qui va faire que les dents vont ressortir. En fait, on a des dents plus longues. Voilà, là, ça se concrétise. Et une croissance rapide des cheveux, puisqu'il y a une des caractéristiques qui reviennent de temps en temps, c'est effectivement que les cheveux des vampires poussent rapidement, pour qu'ils soient encore plus beaux. Et en plus, certains malades sont très sensibles à l'allicine, qui est une molécule qui se trouve dans l'ail. Donc, d'accord, ouais, ok. On voit comment la boucle commence à être bouclée gentiment. C'est vrai que tout s'emboîte là, petit à petit. Hein. non, c'est évident. C'est vrai que les symptômes sont quand même un peu les mêmes. Effectivement. Donc en fait, en plus maintenant, on guérit pas cette maladie et on la soigne pas, mais on peut soulager les malades en faisant des transfusions sanguines, donc en apportant directement de l'hémoglobine, puisqu'il y a une certaine anémie du fait de pas avoir d'hème. D'accord, donc symboliquement, finalement, ces malades se nourrissent de sang. Voilà, mais donc du coup, il y en a qui se sont dit, peut-être qu'avant les transfusions sanguines, justement, ils buvaient carrément le sang, quoi. Ça, ouais. Le problème, c'est que l'hémoglobine en fait est dégradée quand on le digère et ça passe pas du tout dans le sang, donc ça n'a pas un intérêt pour les malades énorme. Donc on pense qu'ils devaient pas consommer de sang. Bon. Et en fait, certains historiens pensent plutôt que ça serait cette ressemblance entre le mythe et la maladie serait due au fait que les auteurs de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, donc au moment où on a eu les premiers groupes, la première vague de romans sur les vampires, connaissaient cette maladie et s'en soient inspirés. Puisqu'en fait, c'est une maladie qui est rare, mais qui serait répandue dans l'aristocratie, puisqu'on pense que Marie première d'Écosse, son descendant Georges III d'Angleterre, entre autres, et puis d'autres membres de leur famille, auraient eu cette maladie. Mais bon, après, le problème, c'est que
Tout ça, c'est fait après des rapports médicaux, donc de l'époque, et on se dit ah oui, peut-être que c'est ça le symptôme et que du coup c'est telle maladie, donc c'est quand même pas très clair. Mais donc Mais elle peut se transmettre génétiquement, cette maladie, ou? ouais, c'est une maladie génétique, donc comme c'est une mutation, elle passe aux descendants en fait. D'accord, ouais. Ok. Ouais, je sais qu'il y a toutes sortes de mythes sur la malédiction du sang royal dans la famille anglaise. Puis finalement, il y a quelques années, je crois en 2009, qu'on s'est rendu compte alors je ne sais plus comment on avait fait ça, je crois que c'était en procédant à une analyse ADN de restes de quelqu'un de la famille russe qui avait un lien de parenté avec la famille anglaise. Puis il y avait un cas d'hémophilie, notamment chez la reine Victoria et ses descendants, mais je ne sais pas si c'est la même lignée. Oui, c'est la même lignée. D'accord. Ok. Effectivement, sur la lignée russe, ils ont fait des tests ADN et effectivement, apparemment, il y aurait cette maladie, mais bizarrement, au niveau de la famille royale anglaise, ils veulent pas en parler. Ah. Donc voilà. Ah, on aime entretenir le mystère. Voilà, non, puis je pense qu'ils n'ont pas trop envie que les gens se demandent si la maladie reste en dessous. Par contre, j'avais lu que il y a le prince Charles qui a dit qu'il serait de la même famille que Vlad l'Empaleur. Et donc, comme il y a quelques-uns qui ont dit que peut-être que Vlad l'Empaleur aurait eu la porphyrie, c'est bon, là, c'est... Ah ouais, ça y est. Bon, alors voilà, c'est officiel. Merci Podcast Science. Le prince de Galles est un vampire. Je mets des gros guillemets, hein. Ok, et puis donc il y a d'autres maladies qui pourraient expliquer. Il y a la tuberculose pulmonaire qui est aussi pas mal utilisée, enfin qui est même, dans certains cas avérée d'ailleurs. Rapidement, la tuberculose, c'est une maladie qui est due à une bactérie qui s'appelle couramment le bacille de Koch. Et dont la forme la plus connue, c'est la forme pulmonaire, mais il y a d'autres formes, c'est vrai, il faut le savoir. Donc, il y a des formes osseuses, ganglionnaires, tout un tas de formes sympathiques. Et que c'est une maladie très contagieuse, puisqu'elle se propage dans l'air comme le rhume, en fait. On tousse et ça se transmet. D'accord. C'est pour ça que la forme pulmonaire est la plus célèbre, la plus répandue aussi. Ouais. Et donc, on a commencé à la soigner à partir du 19e siècle, en envoyant les gens dans les sanatoriums, histoire d'être au bon air et avoir une bonne alimentation. Et puis après, dès qu'on a eu les antibiotiques dans les années 50, avec les antibiotiques, qui sont assez efficaces. Et ce il faut aussi savoir, c'est que quand quelqu'un est en bonne santé, qui vit dans des bonnes conditions de sanitaire, qu'il a de bonne alimentation, en fait, la plupart du temps, une première infection va rester sous forme latente. Il va pas être malade. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle est devenue assez rare dans nos pays, mais elle reste importante dans les pays du tiers-monde et elle fait des ravages chez les malades du sida. Et donc en fait, on estime qu'elle tue tous les ans encore 2 millions de personnes. Donc, Ah ouais, quand même. Hein. C'est encore pas vraiment éradiqué, quoi. Non. 2 millions, c'est beaucoup. Ouais. Et le meilleur des préventions, c'est une bonne alimentation et une bonne hygiène, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Donc, les symptômes de la forme pulmonaire, qui est ce qui nous intéresse un peu plus. Donc, ça va commencer par un amaigrissement et une perte d'appétit, suivi d'une langueur, donc on est un peu fatigué, tout ça, et une faible fièvre pendant plusieurs mois. Et puis, surtout, ce qui est très impressionnant, c'est la toux qui peut être accompagnée de crachats de sang, puisqu'il y a des liaisons dans les poumons, et donc on va cracher du sang. Donc on va avoir du sang commis sur des lèvres. Alors là... Ah ouais. Ça pardonne pas. Et donc en fait, certains malades auraient compensé leur perte de sang en buvant, en espérant comme ça compenser les pertes. En plus, les tuberculeux peuvent avoir des yeux rouges ou jaunes qui créeraient une sensibilité à la lumière. Donc encore une fois, on éviterait d'aller en plein soleil.
Et donc, on retrouve bien les symptômes importants du vampire, c'est-à-dire la pâleur, le sang à la bouche, la fatigue et puis le fait d'éviter la lumière du soleil. Ouais, d'accord. Donc, en plus, comme c'est une maladie très contagieuse, c'est pas rare que toute une famille en meure, ou voire un village, enfin au moins un certain nombre de gens du village. Donc, à ce moment-là, on se disait c'est un vampire qui vient rechercher les autres. Et donc, ça a été le cas pour une malheureuse jeune fille, Mercy Brown, au 19e siècle, qui est morte à 19 ans de la tuberculose, comme sa mère et sa sœur aînée qui étaient mortes un peu avant elle. Et 2 mois après sa mort, en fait, c'est son frère qui tombe malade. Et là, le père se dit c'est un vampire, c'est sûr. Donc, il fait exhumer les corps. Donc, tout va bien pour le corps de la mère et de la sœur aînée qui avaient eu le temps de se décomposer. Mais le corps de Mercy, en fait, il avait été enterré en hiver et en fait, le sol devait être quasiment gelé. Et donc, le corps est resté non décomposé, en fait. Donc, la jeune fille a été accusée de vampirisme et on a lui arraché le cœur, on a brûlé son corps et on a fait boire à son frère malade une mixture préparée des cendres et du cœur. Donc, tout ça pour protéger son frère. Bon, ça n'a pas marché. Le frère est mort. Donc, si on est malade, c'est pas une bonne... Ouais, c'est pas forcément le soin le plus approprié, effectivement. Voilà. Ça, c'était au 19e siècle, tu as dit ? Ouais, au 19e siècle aux États-Unis. Ouais, c'est un peu barbare pour le 19e siècle quand même, mais bon. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris que ça soit aussi récent. Mais parce que bon, la tuberculose est quand même une maladie connue depuis un certain nombre d'années, enfin, même de siècles. Donc, c'est un peu étonnant. Mais bon, après, on peut comprendre que le père ait peut-être un peu perdu les pédales en perdant tout le monde là. Mais bon. Et enfin, la dernière maladie souvent proposée pour expliquer le mythe de vampire, c'est la rage. Ah ouais, la rage. Ouais. Parce que en fait, déjà, au Moyen-Âge, il y avait peu de différence entre le mythe du vampire et le mythe du loup-garou. Et en plus, donc les deux se transmettent, c'est transmis par la morsure, et comme la rage qui se transmet uniquement par morsure ou par léchage. Donc on retrouve bien le mode de transmission avec justement la transformation avant de mourir, quoi. Donc on retrouve bien ce côté-là. Ouais. Et en plus, les loups et les chauves-souris, qui sont des animaux associés pas mal aux vampires et aux loups-garous, sont des vecteurs naturels de cette maladie. Donc voilà. Donc c'est une maladie qui est due à un virus, du virus à ARN de type Lyssavirus, donc qui se propage dans le système nerveux, qui attaque le système nerveux et qui va gagner le cerveau par les nerfs. Donc en fait, entre la morsure et le moment où on va déclarer les symptômes, il y a toute une période d'incubation qui dure entre quelques jours et quelques mois. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se soigner. Parce qu'une fois qu'on a les symptômes, c'est mort. D'accord. On meurt entre 2 et 10 jours. Ah ouais, c'est irrémédiable. C'est encore irrémédiable. Hein. Je savais pas. Donc la rage. Hein. La rage, oui. Ouais. Donc les premiers symptômes, ça va être une fièvre, la blessure qui va rester douloureuse alors qu'elle est censée être guérie. Et en fait, là, il y a 2 formes. Donc, la plus connue, c'est la forme furieuse, qui représente environ 70% des cas. Et donc là, les malades deviennent anxieux, confus, agités, voire agressifs. Ils vont développer des hallucinations et une hydrophobie, donc une peur de l'eau. Ah ouais, c'est marrant. Enfin, évidemment pas quand ça arrive, mais c'est surprenant, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de symptômes. Donc là, tu as dit qu'il y avait 2 formes, c'est la première, et puis la deuxième ? La deuxième forme, c'est la forme paralytique.
Et donc là, en fait, le malade va être progressivement paralysé à partir de sa blessure. Et D'accord. le seul avantage de cette forme, c'est que la progression est plus lente, donc on vit un peu plus longtemps. Bon, Ouais, ok. avantage ou dire ça. désavantage, c'est pas. Ouais, et puis bon, je suppose qu'on n'a pas le choix. Non. D'accord, on peut pas appuyer sur le bouton rouge ou le bouton bleu au moment où on se fait mordre. Non, D'accord, mais donc tu disais que si on la traite pendant la période d'incubation, avant l'apparition des symptômes, c'est traitable. c'est C'est ça? traitable. D'accord. Donc la première chose à faire, c'est de nettoyer la plaie au savon. Et ensuite, il y a un traitement à base antibiotique et en fait de se faire vacciner, puisqu'en fait, ça va être le vaccin qui va être curatif. Et pour faire une action encore plus complète du vaccin, on va injecter du sérum, donc carrément, enfin les anticorps directement de la rage, quoi. D'accord. Et donc c'est grâce à cet effet curatif que le vaccin a eu un succès fou quand il a été découvert par Pasteur. Donc, il y a toute une littérature autour de la découverte de Pasteur. Ouais. C'est un événement majeur dans le domaine, effectivement. Donc en fait, grâce à cette vaccination, on a commencé à vacciner les humains, puis les animaux vecteurs. Et donc maintenant, la rage a été éradiquée de France métropolitaine et de Suisse, et de la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Mais elle reste présente dans vraiment de nombreux pays, et elle fait 55 000 morts chaque année. Et la plupart des cas sont encore transmis par les chiens, à 99%. Donc méfiez-vous plutôt des chiens que des loups au final. D'accord. Ouais. En fait, on se fait classiquement, on se fait mordre par son chien, quoi. Le chien a été mordu par un loup, par un animal sauvage qui était malade, et après c'est le chien en fait qui va mordre l'homme. Et il y a quand même 15 millions de personnes qui reçoivent tous les ans le traitement en prévention, quand même. Je sais pas non plus. En Europe occidentale, 15 millions de personnes, c'est pas en Suisse, Dans le monde. clairement. D'accord. Ouais, dans le monde. Dans le monde, c'est les chiffres de l'OMS en fait. D'accord. Est-ce que c'est obligatoire en Suisse, tu sais, professeur Fon, le vaccin contre la rage? Pour les chiens, oui. Je crois que ça l'est pour les chats aussi. Mais... Je suis pas sûr. Mais pour les humains, non. Je crois que c'est... Non, on considère maintenant que en France ou en Suisse, il y a plus de cadrage même dans les animaux sauvages. Donc. D'accord. Voilà. Bon, c'est juste. Et je crois que c'est un vaccin assez douloureux en plus. Enfin, c'est pas un truc qui passe comme une lettre à la poste, quoi. Quand on se fait mordre par un chien enragé, on doit subir un traitement assez violent, quoi. C'est des injections dans le ventre, non? Enfin, je sais pas si vous êtes au courant. Non, alors je ne sais pas. On se documentera alors. C'est des trucs que j'ai entendus. Ouais, en même temps, c'est vrai que c'est pas bon de se faire injecter du vaccin et du sérum, ça doit pas non plus être très fun. Ouais, bon, c'est vrai que c'est jamais très fun ces trucs-là, mais je crois que le vaccin de la rage est particulièrement pénible. Mais enfin bon, on se documentera un peu là-dessus, puis on fera un petit follow-up à l'occasion. Ok. J'ai fait. En fait, ça a été. Enfin, le lien entre le mythe du vampire et la rage a été proposé plus récemment par le neurologue espagnol Juan Gómez Alonso, qui en fait a découvert que 25% des hommes infectés avaient tendance à mordre les autres, alors qu'on pensait que en fait la rage se transmet très peu d'homme à homme. C'est essentiellement quand on se fait mordre par les animaux. Donc là, elle a bien montré que même les hommes enragés mordaient les autres. Il a aussi expliqué la peur des vampires due à la rage. Pour l'ail et la lumière, en fait, par une hypersensibilité des malades. Du coup, les lumières trop fortes comme la lumière du soleil ou les goûts trop prononcés comme l'ail, c'était trop pour eux, donc ils réagissaient violemment. Ah ouais, intéressant. Et que le fait d'avoir une vie nocturne et un fort appétit sexuel pouvait être produit par des troubles du sommeil induits par la maladie. D'accord.
Et sa dernière explication, qui est pourquoi les vampires n'ont pas de reflet, serait parce que, en fait, traditionnellement, pour savoir si quelqu'un avait la rage, on pensait que si elle n'était pas capable de se voir dans un miroir, c'est qu'elle avait la rage. Donc, si elle peut pas se regarder dans un miroir, c'est parce qu'elle a pas de reflet. Enfin, voilà. C'est après une explication. Ouais, un petit peu abracadabrant, mais Bah, mais bon, on voit le lien, ouais. Ouais, il y a une passerelle. C'est vrai. Mhm. après, je pense que les médecins qui décrivent ce genre de choses, ils sont un peu, ils veulent trouver la maladie qui explique. Donc, c'est un peu, Mhm. ils partent un peu convaincus à la base, quoi. Donc, Ouais, encore un biais de confirmation sans doute. On aime bien les biais de confirmation ici. donc après, il y a aussi quelques autres maladies parfois citées, donc, mais vraiment un peu plus loin, comme les épidémies de peste bubonique dans la forme pneumonique, les lupus, la catalepsie ou le xéroderma pigmentosum, qui est la maladie des enfants de la Lune. En fait, on ne peut pas se mettre au soleil sans être instantanément blessé à la peau, en fait. D'accord. Mais il y a vraiment aucune maladie qui serait décrite comme la maladie expliquant le mythe du vampire. Et bon, ça se comprend parce que en fait, c'est pas un mythe monolithique, quoi. C'est plusieurs récits, plusieurs croyances qui sont un peu agglomérées, donc Bien sûr. voilà. Et puis après, comme je disais en introduction, il y a les psychologues et les sociologues qui, eux, expliquent le mythe comme explicatif de l'apport de la mort, de l'opposition du bien et du mal, du désir sexuel, enfin bref. Tout un certain de choses. Ouais, t'as pas cité les psychanalystes là, qui doivent aussi avoir quelques explications bien convaincues sur le sujet. Oui, enfin voilà. Donc là, c'est qu'ils sont. Il y a une légion d'explications. Ouais. Peut-être, juste petite parenthèse, t'as parlé de psychanalyse, professeur Fun. Je sais pas si vous avez vu ce documentaire dans l'émission Scepticisme scientifique. Il y a eu un entretien avec je crois qu'elle s'appelle Sophie Robert, qui a fait un documentaire sur l'autisme et la psychanalyse. Oui, ça fait quelques semaines déjà. Hein. Ouais. Ouais. Et pardon? Non, je l'ai pas écouté. Enfin, j'ai vu toute la discussion autour de ce documentaire, mais j'ai pas écouté le. Bah, ça vaut la peine de voir le documentaire. Ça fait un peu peur. Les psychanalystes, ils sont un peu. Enfin, comme ils le disent très bien dans le podcast, dans l'émission, ils ont un peu de la peine à se remettre en question. J'ai l'impression. Ça fait un peu peur. Enfin, je vous invite à aller voir le documentaire. Vous ferez un avis de vous-même. Ouais, on le par trouve. vous-même. On le trouve sur YouTube, le documentaire ou non, alors il est sur le site Autisme. On a eu une coupure là. Je disais, c'est sur un site qui s'appelle Autisme sans frontières. Autisme sans frontières. .net ou .org ou quelque chose comme ça. D'accord, bon, on trouvera le lien, on le mettra dans les notes de l'émission. Ok, ouais, super intéressant. Et puis c'était l'épisode 132, si jamais, de scepticisme scientifique du 17 novembre. C'est vrai que c'était super intéressant. Je me suis juré que j'irais voir le film, et puis après, voilà. J'ai encore oublié pour changer. Bien. Eh ben, cool, Hélène. Enfin, est-ce que tu avais fini d'abord? Tu nous as dit tout ce que tu avais à nous dire? Ouais, juste un tout dernier mot, c'est que, en fait, par rapport au dessin de Lucille qu'on pourra voir sur mon thème, on peut rassurer petit Dracula. Il a quand même bien fait son boulot, puisque malgré toutes les explications qu'on peut apporter au mythe, ça reste un mythe fascinant et qui marche bien encore à l'heure actuelle. Hein. Il y a encore pas mal d'adeptes. Ça marche toujours bien. Ouais, il fait ses entrées au cinéma. Ouais, c'est fou. Il faudra qu'on parle une fois de mémétique, je pense, dans le podcast. La mémétique, c'est une idée de Richard Dawkins, le biologiste,
qui associait, qui a essayé de transposer la génétique dans le monde des idées, dans le monde de la culture, et qui a cherché à démontrer comment une idée arrive à frayer son chemin, comment elle évolue au sens darwinien, en fonction des pressions de l'environnement, etc., comment elle survit dans ces différents environnements. Là, je pense que ce serait pas mal de passer ce genre de mythe à cette moulinette-là aussi. Ouais, non, c'est ça. Ouais, quand on voit dans la littérature, au final, le vampire, Dracula de Bram Stoker, c'est pas tout à fait le même vampire que les vampires actuels. Ouais, c'est ça. Sans prendre Twilight, même rien que d'entretien avec un vampire ou d'Underworld, quoi. Ouais. Ouais, donc le mythe lui-même change, évolue en fonction du contexte. Ouais, c'est vachement intéressant. Mais là, c'était drôlement intéressant d'essayer d'aller rechercher les origines dans la médecine. Moi, ça m'a bien plu comme dossier. Ouais. Original comme dossier, très original. Ouais, absolument. Et puis, évidemment, il n'y a pas d'explication simple. On s'en serait douté. mais voilà, c'est toujours intéressant. Ah, bien cool. Écoute, merci beaucoup. De rien. On va continuer. Juste petit détail technique. Moi, je suis interrompu en permanence par des coupures. Donc, je vais dire 2-3 petites choses. Si vous m'entendez pas, vous m'arrêtez. Je répéterai, d'accord ? Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ok. Professeur Fon, tu voulais commencer peut-être par l'illustration du dossier d'aujourd'hui, non ? Oui, en fait, Hélène l'a annoncé. On a la chance d'avoir une illustration de Lucille qui va porter justement sur le thème d'Hélène. Donc, précipitez-vous sur le site. Au moment où vous entendrez ça, l'illustration sera en une. Voilà. Il faut pas les louper. Et puis sinon, on voulait revenir un petit peu sur les émissions précédentes. Notamment sur la dernière émission sur le sida, donc sur l'origine de l'épidémie et l'origine du virus, qui avait été présentée par notre nouveau comparse Franck. On a eu une réaction de Xilrian qui dit la chose suivante. Hello, j'ai peut-être une sorte de réponse à la question pourquoi est-ce que le virus est apparu à ce moment et pas à un autre. Mais ça rejoint en grande partie ce qui a déjà été dit dans le podcast. En fait, j'ai aussi eu un cours d'histoire des sciences sur le sujet. Et la thèse de mon prof appuyait aussi sur le fait qu'on sait qu'il y a eu plusieurs contaminations du singe vers l'homme durant cette courte période. Et tout simplement que vraisemblablement, il y a eu une multitude de contaminations au cours de l'histoire humaine. Mais la relative faible efficacité de la transmission sexuelle, on est significativement en dessous d'1% pour une relation hétérosexuelle classique et à quelques pourcents pour un rapport anal, cumulé à l'organisation en sédentaire et en village de la société africaine à l'époque, n'a jamais permis l'apparition d'une pandémie, au pire, à la disparition d'un village. Pour lui, donc pour le prof de Xilrian, le cumul transition démographique plus mouvement important de population plus campagne de vaccination effectuée, souvent sans stérilisation, plus transmission sanguine, donc c'est tout ça, c'est ce cumul qui a permis l'épidémie. Exactement les mêmes facteurs qu'indique Franck en fait, sauf que son prof insiste beaucoup moins sur les facteurs sexuels qui sont pour lui surestimés comme moteur de démarrage de l'épidémie. Mais lui ne s'intéresse qu'à l'Afrique. Alors, Franck a vu ce message et il a répondu oui, Xilrian, la probabilité de contamination sur un rapport est très faible. Cette info est volontairement très cachée, entre guillemets, dans la communication moderne sur le sujet, car elle n'encourage clairement pas à la précaution. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'en ai pas parlé non plus. Quand on voit que il y a une petite erreur dans le texte que j'ai sous les yeux. On voit que les couples sérodiscordants qui ne se protègent pas ont un taux de contamination d'environ 20% à l'année. On se dit que la voie sexuelle est effectivement à minorer. Pourtant, quand on regarde l'Amérique, il n'y a pas ces mouvements importants de population et ces campagnes de vaccination, et pourtant l'épidémie y éclate aussi fort qu'en Afrique. Enfin, c'est à discuter, mais c'est une question assez passionnante, je trouve. Il y a aussi les thèses un peu surprenantes actuelles du professeur Montagnier qui parle beaucoup de nutrition et de l'état général du système immunitaire qui explique selon lui au niveau d'une population la propagation de l'épidémie. C'est peut-être un peu n'importe quoi. Merci en tout cas pour le retour.
Alors, Non, il dit c'est peut-être pas n'importe quoi. Et c'est peut-être pas n'importe quoi. Ah ouais, pardon, avec un point d'interrogation. Ah voilà, un biais. Parce que alors, moi, j'y crois pas du tout à ces histoires-là. Entre nous, je pense que le professeur Montagnier a pété un câble ces dernières années, et puis que ce qu'il dit maintenant est à prendre avec, des pincettes. Mais enfin voilà, échange intéressant. Alors bon, évidemment, Franck a volontairement pas parlé de cette histoire de faible efficacité de la transmission sexuelle, et je comprends très bien pourquoi. On va quand même dire qu'il faut faire gaffe, hein. Ça reste, enfin se protéger reste le meilleur moyen aujourd'hui de lutter contre l'épidémie, en tout cas ici et maintenant. Mais c'est intéressant à un niveau macroscopique comme ça de voir ces différentes analyses, et les différents facteurs qui ont pu faire décoller l'épidémie à ce moment-là. Ouais, d'ailleurs, ils se rejoignent assez les deux sur la transition démographique et des mouvements de population, comme nous l'avait dit Franck, les mouvements dans les villes, surtout en Afrique, et les gros mouvements. Ils se rejoignent là-dessus. Ouais, tout à fait, tout à fait. Sinon, Mathieu, toi, tu voulais nous parler de tout à fait autre chose. Oui, je vais revenir en fait sur le dossier que j'avais fait sur les planètes habitables, parce que cette semaine, c'était hier ou avant-hier, la NASA a confirmé la découverte d'une nouvelle planète peut-être habitable, elle est située hors de notre système solaire, mais elle ressemble beaucoup à la Terre. Donc c'est une exoplanète. Donc une exoplanète, on l'a baptisée Kepler 22b, parce que c'est la sonde Kepler qu'il a détectée. Et cette planète a un rayon 2,4 fois supérieur à celui de la Terre. C'est une sorte de super Terre. Une bonne grosse Terre, ouais. Ouais. Et alors, on ne connaît pas encore sa composition. On ne sait pas si elle est constituée de roches, si elle est liquide ou gazeuse. Mais il semble tout de même probable qu'elle ait une atmosphère. C'est encore à confirmer, hein. Mais dans le cas d'une atmosphère, la température à sa surface serait d'environ 22 degrés en moyenne. Donc, ce qui est très propice à une éventuelle apparition. Là, on t'a de nouveau perdu, Mathieu. Ouais. Ouais, donc tu disais 22 degrés, très propice. En moyenne, ouais, donc c'est évidemment une température propice pour une éventuelle apparition de la vie. Ouais, 22 degrés en moyenne, c'est sympa. Hein. Ouais. Mais bon, il y a encore pas mal d'inconnus, hein. Comme j'ai dit, la composition, on ne sait pas si c'est une planète gazeuse. Voilà, ça tout tombe à l'eau. On n'est encore même pas sûr s'il y a une atmosphère. Mais bon, il y a des bons indices quand même qui pensent à croire qu'il y a une température assez agréable sur cette planète. Bon, affaire à suivre. Affaire à suivre. Passer nos prochaines vacances. Tout ça pour dire qu'on voit que ces exoplanètes, il y en a beaucoup qui apparaissent. Chaque mois, il y en a des nouvelles. Hein. Ça va vite. Hein. Ouais, c'est épatant. Et encore une autre chose, sinon, alors pour ceux qui sont pas au courant, il y a des rumeurs qui circulent sur Internet, et notamment dans les milieux scientifiques, des rumeurs d'observation du boson de Higgs au LHC. Ah. Alors, ça circule beaucoup dans la blogosphère des physiciens qui font état de signaux que l'on peut interpréter comme les produits de désintégration du fameux boson de Higgs. Et la signifiance de ces observations est de, alors là c'est un peu technique, de 3,5 sigma et 2,5 sigma respectivement dans Atlas et le CMS. C'est-à-dire on a détecté 2 fois ces signaux dans 2 détecteurs différents, l'Atlas et le CMS. Donc ça c'est bien. Donc ils sont les 2 détecteurs du LHC. Et il semblerait que ce boson de Higgs ait pointé le bout de son nez donc dans ces 2 détecteurs, pardon, je me répète, et que les mesures conduisent dans les 2 cas à des masses similaires, à savoir environ 125 gigaélectronvolts. Donc une masse de 125 GeV pourrait impliquer que la nature emploie effectivement la supersymétrie pour unifier les particules de matière et d'interaction. Et il semblerait aussi qu'une telle valeur, donc ce serait la valeur de la masse du boson de Higgs, 125 GeV, est celle que l'on doit attendre dans le cadre de certaines formulations de la théorie des supercordes, en l'occurrence la théorie M, qui est un peu la théorie unificatrice de toutes ces théories. Alors le 13 décembre, donc c'est la semaine prochaine. Vendredi.
Non, c'est vendredi, le 13 décembre, je crois. Non, c'est le 9, Ou vendredi. Donc, pour information, pour nos auditeurs qui peuvent nous écouter quand on veut, quand ils le souhaitent, là, nous sommes le mercredi 7 décembre, au moment où on parle. Donc, ouais, c'est dans pile une semaine. Non, la semaine prochaine, mardi. Donc, le 13 décembre 2011 se tiendra au CERN un séminaire où seront présentés les derniers résultats de cette chasse au boson de Higgs qui est activement menée au LHC. Donc, voilà, il y a 2-3 indices qui vont dans la bonne direction, en tout cas. J'avais les yeux qui commençaient à pétiller quand tu parlais de validation, de la supersymétrie, de la théorie des supercordes, de la théorie M, tout ça, mais c'est vrai que tu as dit aussi en titre, en introduction, que c'était des rumeurs pour le moment. Ouais. Donc il faut pas trop s'exciter. Faut pas aller trop vite, Ok, alors sinon dans un registre complètement différent, notre ami Pierre Kerner, l'auteur du formidable blog Strange Stuff and Funky Things, organise un concours pour ce qu'il appelle la 500e dose de SAFT, c'est-à-dire le 500e billet. Donc voilà, ça se fait. Et pour l'occasion, il nous dit la chose suivante: j'ai voulu marquer le coup avec un événement un peu plus classieux. Alors au début, mon idée de proposer ma candidature au présidentiel avec le parti Strange et Funky semblait la meilleure, c'est dire à quel point j'ai réfléchi à la question. Mais après mûre et sobre réflexion, j'ai décidé d'organiser un grand concours Strange and Funky. Vous avez toujours rêvé de jouer au vulgarisateur scientifique, vous aimez écrire, dessiner, faire des animations ou jouer au reporter, eh bien ce concours est fait pour vous. Tâchons d'être simple et concis pour vous expliquer le quoi du qu'est-ce. Donc là, j'ai simplement fait un copier-coller parce que le style et la verve de Pierre n'ont besoin d'aucune concision. Je vous livre tout ça tel quel. Le but, réaliser une œuvre de vulgarisation scientifique à la manière de SAFT, des sujets étonnants, de l'humour, de l'imagination et beaucoup de funk. 4 thèmes. La vulgarisation scientifique, strange et funky, ça peut se faire de plein de manières différentes. Alors pour varier les plaisirs, vous devrez choisir de produire soit un article de blog de 1000 mots et maximum 10 images ou vidéos, une planche de BD d'une page au format A4, un enregistrement audio d'1 minute ou une vidéo d'1 minute. Vous avez le droit de participer à chacun des thèmes, mais une seule production par thème par contre. Donc voilà, chaque personne peut participer une seule fois, mais elle peut participer à chacun des thèmes, c'est-à-dire faire une planche de BD, un enregistrement audio d'1 minute, une vidéo d'1 minute ou un article de blog. Alors bon courage pour faire les 4, je pense que déjà c'est extrêmement difficile. Les moyens. Tout le monde ne peut pas se payer une licence Photoshop ou des mixeurs de malade pour le travail d'édition nécessaire à vos productions. Heureusement, Art Science Factory propose en bas de sa page de présentation plusieurs web outils gratuits à l'utilisation et qui pourront vous aider. La deadline est fixée au 20 janvier, soit dans 1 mois et 15 jours. Un petit peu moins maintenant parce que j'ai dû copier ça hier ou avant-hier. Et il y a même un événement Facebook pour vous rappeler la deadline. Et bien sûr, tout ça, il faut l'envoyer à l'adresse email de Pierre Kerner, donc pierrekerner@yahoo.fr, Pierre Kerner tout collé en un mot. Et puis, s'il y a des soucis de fichiers trop volumineux, il faudra simplement contacter Pierre et vous vous arrangerez entre vous. Donc voilà, plein de cadeaux. Pour tous les gagnants du concours, c'est la gloire qui sera au rendez-vous, rien que ça. Et une fois que la meilleure production de chaque thème sera déterminée, non seulement elle sera publiée sur SAFT, mais en plus, Pierre enverra aux gagnants des petits cadeaux SAFTeux surprise. Voilà. Ah, c'est cool. Moi, j'avais très envie de participer dans la catégorie audio, mais après, je me suis ravisé. Je pense que... Pourquoi ? Vulgariser en 1 minute, ça prend des heures. Et... non, mais c'est vrai. Tout le challenge est là. C'est vraiment tout un art. Ouais. Et puis, moi, j'arrive plus à suivre dans ma vie de tous les jours, donc je dois faire des choix. Par contre, j'ai été invité à faire partie du jury. Ah. Voilà. Ah ouais, alors évidemment, le jury ne peut pas participer. Ouais, du coup, effectivement. Donc, je participe plus, mais j'accepte volontiers de participer dans le jury. En tout cas, je trouve que c'est une super idée, quoi. Une top idée à la Pierre, comme d'habitude. C'est vraiment excellent. Et puis, je pense que ça va booster la créativité dans le domaine. Je me réjouis vraiment follement de voir les résultats. On en parlera évidemment dans Podcast Science. Et qui sait, j'en ai encore pas parlé à Pierre, mais c'est vrai qu'on peut imaginer d'utiliser aussi la plateforme Podcast Science pour diffuser les meilleures contributions audio, voire vidéo. Enfin, on en discute. On pourra relayer, ouais. Exactement, ouais.
Voilà, et puis sinon encore une annonce culturelle. Alors là, c'est le Muséum national d'histoire naturelle, donc en France, qui, dans le cadre des rendez-vous du muséum, propose à un public à partir de 14 ans à partir à la découverte du cosmos avec Mathieu Gounel, un professeur et spécialiste des météorites. Donc il y aura pas mal de thèmes. Qu'est-ce qu'une météorite? Comment se forment les étoiles? Comment on est une planète? Etc. Autant de questions qui trouveront réponse. Alors, malheureusement, c'était en 3 fois. La première fois, c'était le jeudi 1er, mais on a reçu l'information trop tard. Mais sinon, ce sera les 8 et 15 décembre prochains. Donc voilà, au programme du jeudi 8 décembre, ce sera la physico-chimie du milieu interstellaire et des disques protoplanétaires, la cosmochimie, comment les propriétés de certaines météorites appelées les chondrites nous permettent d'élucider les processus physico-chimiques dans les nuages moléculaires, là où se forment les étoiles, et dans les disques protoplanétaires, là où se forment les planètes. Et puis au menu du jeudi 15 décembre 2011, ce sera des météorites aux planètes et la cosmochimie encore. Donc quels sont les mécanismes qui conduisent à la fabrication des planètes et quel est le lien avec les planètes extrasolaires, donc les fameuses exoplanètes dont tu parlais il y a un instant. Donc lieu et horaire, c'est le jeudi à 18h au Grand Amphithéâtre du Muséum, au 57 de la rue Cuvier à Paris dans le 5e. L'entrée est gratuite et libre dans la limite des places disponibles, il y a environ 300 places. Plus d'informations sur le site internet, on mettra évidemment le lien dans les notes de l'émission. Et Parfait. puis voilà, on aurait quasi fini l'émission là, s'il ne restait pas quand même une partie. C'est peut-être pas l'essentiel aujourd'hui. On a eu un excellent dossier, mais une partie incontournable, la partie que tout le monde attend, la fameuse quote de Mathieu. Qu'est-ce que tu nous as mijoté cette fois-ci? Oui, en repensant au dossier qu'allait faire Hélène, je me suis dit, bon, les vampires, voilà, comme on l'a dit, c'est un mythe qui cache finalement un certain nombre de vérités médicales. Donc la quote d'aujourd'hui, elle est de Descartes, donc de René Descartes, et elle dit: le propre de l'erreur, c'est de se prendre pour la vérité. D'accord. Elle est bien. Elle est pas top. mal, hein. Ah ouais, C'est ouais. bien formulé celle-là. Ouais, encore une amédie. Bon, c'est encore un de ces casse-têtes philosophiques, genre. J'ai entendu ce que tu as dit. Je dis c'est encore un de ces casse-têtes philosophiques. Ouais. Ouais, est-ce que le menteur qui ment tout le temps dit la vérité, enfin ment quand il dit la vérité, est-ce qu'il dit la vérité quand il ment? Là, le propre de l'erreur est de se prendre pour la vérité. Ok, mais ça veut dire que ouais, la vérité ne peut pas exister, c'est forcément une erreur. Non, c'est que quand on est dans l'erreur, on pense que c'est la vérité. On se rend pas compte qu'on est dans l'erreur. Pour nous, quand on se rend pas compte qu'on est dans l'erreur, on croit que c'est la vérité. Donc l'erreur se prend pour la vérité. Ça j'ai bien compris, mais du coup, est-ce que la vérité peut exister? Si ce qui se prend pour la vérité, ouais, enfin, non, j'en sais rien, je sais pas, je vais pas réfléchir à chaud comme ça, je vais y aller de. Ouais, elle est tordue, elle est un petit peu tordue. Ouais, hein. ouais. Et Hélène, ça t'inspire quelque chose? Moi, ça me fait un peu penser aux médecins qui croient avoir trouvé la maladie qui explique. Et du coup, tout correspond, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est vrai, t'as raison, il y a cette dimension-là. c'est la vérité. Enfin, c'est vrai que quand on est dans l'erreur, on va peut-être biaiser ce qu'on voit pour que ça rentre dans les cases, quoi. Voilà, exactement. Ouais, le fameux biais de confirmation d'hypothèse. On a tellement envie que ça entre, comme tu dis, dans les cases, que finalement, ça en prend les apparences. Ouais. Bon, magnifique, excellente quote. Hélène, qu'est-ce qu'on fait? Tu restes avec nous après cette première expérience? Oh oui, moi, il n'y a pas de souci. Bon, c'est magnifique. Alors, tu fais officiellement partie de la bande. À partir d'aujourd'hui, bienvenue dans le podcast. Ah, merci. Et l'équipe grandit semaine après semaine. J'ai l'impression chaque semaine, il y a un nouveau venu, non? Ouais, c'est fou. Ouais. C'est bien, c'est bien. Encore une année comme ça, on va faire le podcast à 52, ça va être magnifique. Non, c'est top. Je crois qu'on va un peu arrêter la croissance là. Donc, il faudra qu'on voit exactement comment on s'organise. Mathieu, tu vas quand même rester avec nous de temps en temps l'année prochaine. Oui, je reviendrai occasionnellement faire des petits dossiers. Voilà, ouais, mais ce sera quoi? Peut-être 3-4 fois par année, quelque chose comme ça, hein, c'est un peu l'idée. Ouais, on verra aussi un peu en fonction du rythme de chacun et tout ça, mais
On verra le rythme, mais ce sera quand même assez tranquille, on va dire. D'accord. Ok. Donc, ouais, le rythme dans les grandes lignes, ça va être chaque mois, grosso modo. Enfin, on va alterner quoi entre Hélène, Franck, Marco et moi-même. On t'aura toi, Mathieu, en invité bonus de temps en temps. Et puis, il faudra qu'on prévoie un slot aussi de temps en temps pour recevoir des invités comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc, effectivement, la formule change un peu. Après, il faudra qu'on voit comment on s'organise pour les co-animations. On va faire des tandems ou des trios ou des quatuors par moment. Enfin, tout ça, on va le décider au fur et à mesure, comme d'habitude, à la cool. On se prend pas trop la tête avec l'organisation. Mais effectivement, il y a du changement dans l'air à partir de l'année prochaine avec une plus grande équipe. Et puis, ça va être une expérience différente, mais ça va être une très chouette expérience aussi. Donc voilà. La semaine prochaine, voilà, maintenant que j'ai énuméré tous ces noms, la semaine prochaine, ça va être encore un autre nom. Si tout va bien, c'est Lia qui viendra nous présenter. Alors elle nous présentera pas exactement le dossier qu'elle n'avait pas pu nous présenter il y a un mois, qui portait sur la conscience chez les animaux. Là, ça va être sur les rapports entre les animaux et les humains, tout ça dans une perspective scientifique, évidemment. Si tout va bien, parce que c'est pas dit qu'elle puisse venir, et puis si elle peut pas venir, de toute façon on a des choses en réserve, ce sera pas un drame. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, on sait encore pas très bien sur quel sujet ni avec qui, mais on se réjouit beaucoup de vous retrouver. Puis d'ici là, bonne semaine à tous. Allez, bonne semaine, merci Hélène pour ton dossier. Bonne semaine. À bientôt, ciao. À bientôt.